Une question qui nous arrive par Internet. L'estoppel. L'estoppel qui est une fin. Oui, je vois qu'il y a des amateurs dans la salle. Donc, l'estoppel qui est une fin de non-recevoir, doit-elle être introduite devant le JME, enfin soulevée, ou le moyen doit-il être articulé devant le JME? Effectivement, c'est une question intéressante parce que sur la qualification procédurale qui est donnée, là on est bien d'accord, effectivement, c'est normalement sanctionné par une fin de non-recevoir. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que généralement, dans les hypothèses où il a été francisé, si j'ose dire, au travers du principe nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, c'est généralement au contraire très tard dans l'instance où on a pu juger l'incohérence du comportement procédural, ce qui quand même, me semble-t-il, à rebours de la temporalité qu'on évoquait tout à l'heure, où certes on n'a pas basculé, heureusement me semble-t-il, sur une liminalitis pour l'invocation des fins de non-recevoir, mais tout de même, les invoquer extrêmement tard paraît quand même aujourd'hui compromis. Donc là, je me demande s'il n'y a pas effectivement une contradiction, où il faudrait vraiment peut-être que ce soit une contradiction avec des éléments précédents, mais c'est vrai que là, on est sur une zone un peu floue. Enfin, tu as une proposition, Aurélie, là-dessus? Non. Ah, pardon. Non, et ça me fait penser aussi à l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état et sur la mise en œuvre de la fin de non-recevoir qui peut être utilisée de manière stratégique par un des plaideurs. On s'aperçoit qu'il y a une fin de non-recevoir. On ne la soulève pas en première instance, à dessein. Et donc on va être en mesure de la soulever devant la Cour. La Cour de cassation nous a indiqué dans cet avis, elle nous a donné le schéma, la compétence, c'est le conseiller de la mise en état. Donc on va élever pour la première fois devant la Cour et devant le conseiller de la mise en état une fin de non-recevoir qu'on aurait pu élever en première instance, à des fins stratégiques, et on met fin ainsi au procès, avec éventuellement une prescription derrière. La seule sanction, c'est les dommages et intérêts, mais ce n'est pas une sanction qui va remettre en cause la recevabilité de la fin de non-recevoir, puisqu'elle est recevable en tout état de cause. La limite, elle a été posée par l'avis du 3 juin, et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Le conseiller de la mise en état sera compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir élevée pour la première fois en appel, si la fin de non-recevoir n'a pas pour objet, enfin n'entraîne pas, n'a pas des conséquences sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement de première instance. Et là, c'est un petit peu compliqué, la frontière. Parce que vous avez, vous, des précisions à apporter sur cette frontière un peu compliquée entre la possibilité, même l'obligation, puisqu'il y a une compétence exclusive, de saisir le conseiller de la mise en état pour la première fois d'une fin de non-recevoir, et cette atteinte à l'autorité de chose jugée que pourrait avoir pour conséquence cette fin de non-recevoir élevée pour la première fois en cause d'appel. Non, effectivement, parce que là, c'est toute la difficulté qu'on retrouve dans nombre de mécanismes dans la réforme. Celui-ci, où je songe également dans un ordre d'idées différent, je demande si on ne participe pas tout de même du même mouvement sur le moyen sérieux de réformation, etc. C'est-à-dire que pour la mise en œuvre de mécanismes qui sont strictement procéduraux, on voit bien qu'en réalité, on a d'ores et déjà une espèce, si j'ose dire, de préjugement sur le fond. C'est-à-dire que se poser la question de la recevabilité de ceci par rapport à l'incidence que ça peut avoir sur l'autorité de la chose jugée en première instance, dans un contexte où on n'a plus d'appel général, c'est effectivement un élément d'équilibriste ici. Quel recours si effectivement on a une appréciation différente sur l'incidence potentielle ou pas sur l'autorité de la chose jugée? Là, je pense qu'on ouvre vraiment des perspectives vertigineuses, et on voit bien que les pouvoirs du juge sur ce point très classique, toujours sur la sanction de l'utilisation dilatoire par la mise en œuvre de la responsabilité de celui qui la garde sous le coude et l'invoque très très tard, paraît, me semble-t-il, très, très insuffisante ici. Ouais. Sinon, face aux difficultés de délimitation des compétences des uns et des autres, et notamment du conseiller de la mise en état, je crois que certains ont pu croire avec les textes nouveaux que le conseiller de la mise en état devenait une sorte de juge d'appel des décisions du juge de la mise en état. Alors je crois que ça a été écarté assez rapidement. Est-ce que vous pouvez essayer de nous définir véritablement les compétences du conseiller
de la mise en état sur ces questions de fin de non-recevoir? Quand est-ce qu'il aurait véritablement compétence à intervenir? Et dans l'autre hypothèse, quand est-ce qu'il ne doit pas intervenir? Est-ce que c'est par exemple le juge d'appel qui doit intervenir et donc le conseiller de la mise en état? Ce n'est pas simple, mais en réalité, si la fin de non-recevoir a été évoquée en première instance et qu'elle a été tranchée, soit par le juge de la mise en état, soit par la formation collégiale dans l'hypothèse qui a été évoquée tout à l'heure, pour moi, le conseiller de la mise en état, d'après l'interprétation que j'ai de l'avis de la Cour de cassation, n'est plus compétent, puisque ça a été tranché en première instance. Il ne le serait pas davantage si la fin de non-recevoir n'a pas été soutenue en première instance devant lui, mais qu'elle a quelque part été tranchée au fond. Et lorsque la fin de non-recevoir, si elle était élevée en appel, la conséquence, ce serait toucher l'autorité de ce juge attaché à ce qui a été tranché par le juge de première instance. Dans ce cas-là, le conseiller de la mise en état n'est pas non plus compétent. Et c'est là qu'il y a véritablement difficulté. Enfin, dans la majorité des cas, en reprenant le dispositif du jugement de première instance, s'il n'y a pas eu d'incident de mise en état sur la fin de non-recevoir en première instance, on devrait pouvoir s'y retrouver. Il y aura des cas où c'est un petit peu limite, et dans ce cas-là, par défaut, pour éviter tout souci, il faudra saisir le conseiller de la mise en état qui nous dira s'il estime qu'il peut trancher ou pas. Donc sur le plan de la tactique procédurale, autant peut-être le saisir, même si on peut douter de sa compétence, plutôt qu'éventuellement manquer le coche. Oui, pour éviter une responsabilité, effectivement. C'est ce qui se passe en pratique. Je crois que c'est ce qu'on voit. Je crois que c'est à tous les niveaux de juridiction, je crois que c'est la foire aux incidents, effectivement. Question par Internet. Au vu du dernier alinéa de l'article 789 du Code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Est-il concevable de soutenir que, devant le juge de la mise en état, toutes les fins de non-recevoir doivent être soulevées à minima dans le cadre d'un seul et unique incident, à défaut de l'être simultanément? Et je me permettrai de prolonger la question, notamment sur une question, par exemple, de prescription. Si d'aventure elle a pu être révélée dans la temporalité de compétence du juge de la mise en état, mais qu'elle ne l'a pas été, les carottes sont-elles cuites, si vous me permettez cette expression triviale? Je vous remercie. Alors, il y a plusieurs questions, c'est-à-dire sur la simultanéité, ça c'est vrai qu'on n'en a pas discuté en amont, de manière intuitive et à lire le texte. Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation de les soulever toutes ensemble. La seule limite que nous avons, c'est la borne temporelle, véritablement jusqu'au dessaisissement du juge. Après, il y a eu au tout début, au lendemain du décret du 11 décembre, il y a eu une petite interrogation, c'est vraiment grammatical, sur le sens de ces fins de non-recevoir. Desquelles s'agissait-il? C'est-à-dire, s'agit-il de toutes les fins de non-recevoir du sixièmement de statuer sur les fins de non-recevoir, ou s'agit-il simplement des fins de non-recevoir qui nécessitent au préalable de trancher une question de fond? À quoi renvoie le C, si j'ose dire? Bon, là, l'unanimité c'est en définitive faite autour et de dire que ce sont toutes les fins de non-recevoir qui sont concernées, mais à ma connaissance, il n'y a pas véritablement d'obligation de simultanéité. Ensuite, sur la question effectivement de la prescription, ici, il me semble que elle serait révélée postérieurement, c'est ça, non, elle serait existante au début de la procédure. Oui, parce que l'acte introductif d'instance, de toute façon, va avoir un effet sur le cours de la prescription, et donc en somme ce serait l'hypothèse où le défendeur se rend compte très tard, si j'ai bien saisi, du fait qu'en réalité ceci est prescrit. Ouais. Là, à mon avis, ça reste soulevable jusqu'au dessaisissement, non? Qu'en pensez-vous? Oui. Mais si d'aventure ça ne l'a pas été? Après c'est trop tard.
Si d'aventure ça ne l'a pas été, est-il définitivement trop tard? Mais le sens de ma question. Moi, j'aurais plutôt tendance à répondre par l'affirmative, parce qu'on est toujours, donc je mets de côté les hypothèses des matières d'ordre public, etc., mais on est toujours quand même ici en matière de prescription face à une hypothèse dans laquelle le juge n'a pas l'obligation, et même il ne peut pas même la soulever d'office. Donc, d'un point de vue théorique, l'hypothèse qui serait de voir juger une affaire prescrite est pas inconcevable. Donc, par analogie, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'effectivement, ce serait possible. Alors, la question est intéressante parce que quand on lit le texte, c'est au cours d'une même instance. Voilà, avec l'effet dévolutif de l'appel, on est quand même quelque part dans la même instance. On peut considérer que c'est la même instance. Et donc, effectivement, le fait de ne pas avoir soulevé la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état en première instance, si on considère que par l'effet dévolutif on est dans la même instance, la personne à qui on l'oppose pourrait se prévaloir peut-être du dernier alinéa de l'article 789. Mais bon, peut-être que vous avez des opinions différentes. Moi j'avais une question complémentaire, Bertrand Larence du barreau de Nantes, parce que je pense qu'elle soulève une difficulté complémentaire. C'est quid de l'ordre de présentation, alors des prétentions et des moyens devant le JME. Je m'explique, j'ai un cas, j'assigne, je fais une demande de provision. Le défendeur m'oppose la prescription et le défaut de qualité à agir, mais non pas comme fin de non-recevoir en elle-même, mais comme contestation sérieuse. Alors, on était après la réforme, je pense que le défendeur avait un peu zappé que ça rentrait dans les pouvoirs du JME. Quand on plaide devant le JME a l'air un peu embarrassé, mais ne le montre pas. En revanche, quand il rend son ordonnance, il dit « contestation sérieuse, je rejette la provision » et laisse sous-entendre que la question de la prescription est de sa compétence. Le défendeur s'en rend compte et refait un incident, en plaidant cette fois-ci non plus la contestation sérieuse, mais la fin de non-recevoir. Alors j'ai opposé 3 moyens, on l'a plaidé il y a quelques jours. D'abord, la concentration des moyens, mais a-t-elle vocation à s'appliquer devant le JME? Ça a été débattu. Deuxièmement, la renonciation. J'ai dit, vous auriez pu vous prévaloir de la prescription comme fin de non-recevoir. Vous ne l'avez pas fait, vous avez renoncé expressément. Et troisièmement, j'ai invoqué pour la première fois depuis ma carrière universitaire le principe général de droit de la célérité de la justice, de la logique juridique, pour dire, mais attendez, c'est totalement aberrant d'exposer d'abord la prescription comme, contestation sérieuse, qui implique quelque part qu'on examine un peu ce moyen, et de le soulever après comme fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'on est vraiment là au tout début de la recevabilité de l'action et qu'on s'intéresse évidemment pas au fond. La décision était en délibéré, le juge de la mise en état nous a dit « toutes ces discussions me laissent bien perplexe ». Alors, êtes-vous dans la même perplexité? Alors, vous nous tiendrez informés de la décision qui interviendra. Vous voulez répondre là-dessus ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions, madame le professeur? Oui, on va peut-être répondre à la question. Simplement, un élément qui est peut-être plus intuitif dans ma réponse, mais textuellement, c'est évident qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces différents pouvoirs et donc entre leur invocabilité, si j'ose dire. Il me semble quand même que une idée de logique élémentaire devrait pouvoir ici constituer le fil d'Ariane, en quelque sorte. Ça m'évoque la question, par exemple, de l'invocation de la nullité du rapport d'expertise, dont tout le reste découle ensuite, où on avait bien vu qu'il y avait quand même, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, une tentative d'essayer de créer une sorte de chronologie, mais qui était surtout dictée par des raisons de pure logique, je dirais. Donc,
je me demande si c'est pas ce type de raisonnement qui pourrait être tenu, et on voit bien que ce que vous évoquez qui relève là encore de la cohérence procédurale, entre quelque peu en contradiction avec les conséquences ou l'esprit du texte, en tout cas, qui est d'essayer quand même de purger très tôt, ou plus tôt qu'avant, en tout cas, toutes ces questions qui peuvent plus tard, comme des bombes à retardement, s'aborder l'instance. Donc c'est une difficulté majeure, effectivement. Ouais. Moi, je serais moins optimiste, dans la mesure où la fin de non-recevoir peut être soulevée en toute état de cause. Peu importe qu'elle n'ait pas été développée lors du premier incident qui a généré uniquement le débat sur la contestation sérieuse, si on applique les dispositions du Code de procédure civile, et on est dans la même instance, Oui. elle est recevable. Et pour compléter ce que tu dis, Frédéric, la Cour de cassation, je n'ai pas l'arrêt en tête, mais je sais que la Cour de cassation a rendu un arrêt dans ce sens, où quelqu'un n'avait pas soulevé la prescription dans un premier temps, elle l'a soulevé après, au cours de l'instance, et la Cour de cassation a dit oui, mais on a le droit de changer d'avis. Et l'estoppel dont on a parlé tout à l'heure, certes, ça a été posé en principe par un arrêt d'assemblée plénière de 2009, si mes souvenirs sont bons, mais depuis, la Cour de cassation passe son temps à détricoter le principe. Elle ne l'a quasiment jamais mis en œuvre. Alors, l'estoppel, il est véritablement réglementé pour l'arbitrage. On a un texte. Là encore, excusez-moi, je me rappelle plus exactement le numéro, mais on a ce texte en procédure classique. Certes, le principe de l'estoppel, soit sous cette forme, la Cour de cassation parle parfois d'estoppel, soit elle parle de l'interdiction de se contredire, ou bien de cohérence, mais finalement, c'est jamais mis en œuvre. Donc il y a un souhait, le souhait, il faut être logique, il faut être cohérent, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de manifestation concrète, tout au moins en jurisprudence. Oui, c'est prétorien et donc aléatoire. Oui. Si, on a eu quelques exemples où effectivement ça intervenait relativement tard après un renvoi après cassation. Et attention, on a une position tout à fait différente de celle que vous aviez il y a des années devant le premier passage en appel. Et je suis d'accord avec toi, hein, ça reste quand même assez rare. Et on voit bien, effectivement, franchement, c'est une hypothèse à laquelle j'avais pas songé, mais qu'en plus, avec ce genre de modification, ça prend une ampleur potentielle qui est importante. Donc, heureusement, à mon avis, que c'est pas davantage utilisé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le bâtonnier Oui. Forer avait une question. Pardon. Attendez le micro, monsieur le bâtonnier, s'il vous plaît. Une petite question pratique, Thomas Djando, barreau de Marseille. En matière d'action en nullité de vente, on sait qu'on doit publier l'assignation devant le service de la publicité foncière, et on sait que c'est une irrecevabilité. Je voudrais savoir s'il faut saisir le juge de la mise en état pour faire constater cette irrecevabilité, puisqu'on sait, difficulté pratique, elle peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue. Oui, mais donc, comme toutes les fins de non-recevoir. Oui, mais si on doit saisir le juge de la mise en état, à quel moment peut-il se placer? Parce que le défendeur peut dire mais je peux régulariser jusqu'au moment où le juge statue. Oui, bah dans ce cas-là, ce qui va se passer, il va demander un renvoi lors de l'audience de mise en état, il va publier son assignation ou publier des conclusions qui permettent la publication et va régulariser. C'est vrai que c'est malheureux, mais il n'y a pas d'autre solution. Sauf si c'est pas du tout fait ou qu'il passe à côté, mais enfin c'est assez rare. Oui, l'incident va lui mettre la puce à l'oreille et va régulariser. Oui. Il est probable que l'incident Non, va inciter le confrère à régulariser. Non, il y a juste un impact en termes de perte de temps, en quelque sorte. Pour Voilà. si effectivement la volonté de le retarder, bon, ça peut être utile effectivement de lui fournir en même temps la solution du problème que vous posez. Ouais. En termes de célérité, ce sera un problème. Une dernière question, monsieur le bâtonnier Forer, parce que le traiteur attend ceux qui déjeunent et il ne faut pas trop déborder. Alors, rapidement, les nouveaux pouvoirs du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir, c'est pour les procédures introduites postérieurement au 1er janvier 2020. Mais quid des appels en intervention forcée qui sont faits postérieurement et qui ont été joints à la précédente procédure? Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état lorsque les appels en intervention forcée soulèvent la difficulté devant le juge de la mise en état? Bah, l'intervention volontaire, là aussi, forcée. On reste quand même dans la même instance. Enfin, après, c'est une appréciation personnelle. Et donc, la naissance de l'instance, c'est l'instance d'origine. Donc, si cette instance d'origine se place avant le 1er janvier 2020, a priori, on reste sur le droit commun antérieur à l'entrée en vigueur. Je suis d'accord avec votre interprétation, sauf que le texte dit part de l'introduction de la demande. C'est vrai. Bien, je vous propose de... Je remercie une fois encore Frédéric Kiefer et le professeur Héguer.